Le capitaine Ross a dit un jour « Le travail est l'important. Pas boire, pas désespérer, mais construire quelque chose, le réparer. Et même si vous sentez l'enfer dans votre cœur, à la fin de la journée, vous vous sentirez mieux. Alors, construisons. » Quand les gens pensent au Moyen Âge, ils imaginent des châteaux, des épées et de la superstition. Mais pour la plupart, la vie médiévale consistait à survivre jour après jour, saison après saison. Sans électricité, sans outils modernes, sans filet de sécurité. Et pourtant, ils ont résisté. Maintenant, alors que notre monde devient plus fragile, changement climatique, instabilité des ressources et incertitudes croissantes, ces anciennes compétences commencent à ressembler de plus en plus à un manuel pour l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les stratégies de survie que les populations médiévales maîtrisaient et pourquoi nous pourrions en avoir à nouveau besoin plus tôt que nous le pensons. 1. Trouver de l'eau propre sans puits. Au Moyen Âge, de nombreux villages n'avaient pas de puits profonds et les rivières n'étaient pas toujours proches. Même quand elles l'étaient, les cours d'eau pouvaient être contaminés par des déchets, des animaux morts ou le ruissellement du bétail. C'est pourquoi les gens du Moyen Âge ont dû faire preuve de créativité, car trouver de l'eau propre signifiait la différence entre la vie et la mort. Une méthode courante était la collecte d'eau de pluie. Les maisons avec des toits de chaume ou de tuiles étaient conçues pour recueillir l'eau de pluie et la canaliser vers des tonneaux en argile ou en bois. L'eau n'était pas parfaitement propre selon les normes modernes, mais elle était beaucoup plus sûre que les sources à change stagnantes. L'eau de pluie était également plus fraîche et avait meilleur goût, ce qui en faisait l'option préférée pour boire et cuisiner, surtout pendant l'été. Une autre méthode était la filtration naturelle. Les gens laissaient reposer l'eau trouble pour que les sédiments se déposent au fond, puis versaient soigneusement la partie plus claire. Certains utilisaient même des couches de tissu, de sable ou de charbon de bois pour filtrer les débris. Une technique rudimentaire, mais étonnamment efficace. Ces méthodes se transmettaient souvent oralement et étaient perfectionnées au fil des générations par des personnes qui ne comprenaient rien aux bactéries, mais avaient beaucoup d'expériences vécues avec la maladie. Le stockage comptait aussi. L'eau était conservée dans des jarres en argile scellée ou dans des vessies faites de peau d'animal, parfois enduites de cire d'abeille ou de résine pour réduire la contamination. Certaines familles enterraient partiellement leurs jarres sous terre pour les maintenir fraîches et ralentir la croissance bactérienne. Dans les régions plus froides, la neige et la glace étaient fondues soigneusement pour obtenir de l'eau potable, mais seulement après les avoir filtrées avec un linge pour éliminer les cendres ou les excréments d'animaux. Ils ont rapidement appris que la neige, bien qu'elle semble pure, pouvait contenir des menaces invisibles. Survivre signifiait d'être prudent, observateur et habile. Ils n'avaient pas de pastilles purificatrices, ni de filtres, ni de tuyaux. Ils avaient la pluie, la gravité et l'essai-erreur. Et d'une manière ou d'une autre, cela a suffisamment bien fonctionné pour maintenir des communautés en vie pendant des siècles de sécheresse, d'inondations et de maladies. 2. Rester en vie pendant une famine. Lorsque les récoltes échouaient, que l'hiver s'éternisait ou que la guerre coupait les routes d'approvisionnement, les gens du Moyen Âge n'avaient qu'une seule priorité, ne pas mourir de faim. Et sans réserve de nourriture, aide gouvernementale ou épicerie, la famine était une épreuve de créativité, d'instinct et de désespoir. La première réponse était toujours le rationnement. Les familles coupèrent les portions en deux, diluaient les céréales avec de l'eau et transformaient la farine en un bouillon léger ou en bouillie au lieu de pain. Chaque miette comptait. Rien n'était gaspillé, pas même les os, qui étaient bouillis à plusieurs reprises jusqu'à obtenir une soupe légère et grasse. À mesure que les provisions diminuaient, les gens se tournaient vers la cueillette. Ils savaient quelles plantes pouvaient être mangées crues, lesquelles devaient être cuites et lesquelles pouvaient tuer si elles étaient mal préparées. Ail sauvage, ortie, pissenlit, oseille, feuilles de patience, ce n'étaient pas des mauvaises herbes, c'étaient des aliments de base pour la survie. On raclait l'écorce des arbres et on la faisait bouillir. Les glands étaient moulus en une farine amère. Même la mousse et les algues étaient utilisées, malgré leur goût terrible. La viande est devenue une rareté.
Les gens chassaient les écureuils, les hérissons, les rats, les oiseaux et tout ce qui bougeait. En des temps plus désespérés, les chats et les chiens disparaissaient des villages, et même le cannibalisme est apparu dans les recoins les plus sombres de l'histoire des famines enregistrées. Ce n'étaient pas des mythes. Des chroniques de toute l'Europe documentent des régions entières où la faim a tourné à l'horreur. Le sel était une autre clé. Si de la viande pouvait être conservée, elle était stockée sous une quantité abondante de sel ou fumée lentement. La nourriture avariée n'était pas jetée. On l'inspectait, on coupait les parties altérées, on la recuisait et on la mangeait quand même. La maladie causée par une mauvaise alimentation était un risque que beaucoup acceptaient plutôt que d'affronter la famine. Les enfants étaient particulièrement vulnérables. Les familles prenaient des décisions impossibles. Parfois, elles envoyaient leurs enfants dans des monastères ou des villes dans l'espoir qu'ils y trouveraient de la nourriture. D'autres étaient carrément abandonnés, non par cruauté, mais parce que c'était la seule façon pour que quelqu'un d'autre puisse survivre. Mais même dans les pires moments, les gens partageaient le peu qu'ils avaient. Les marmites communautaires étaient courantes. On enterrait ainsi des caches de nourriture séchée. On les suspendait aux arbres ou on les rangeait dans les murs pour des moments comme ceux-là. La survie n'était pas seulement une question d'instinct. Il s'agissait de communauté, de mémoire et de courage. Les gens du Moyen Âge ne survivaient pas aux famines parce qu'ils avaient un plan. Ils ont survécu parce qu'ils refusaient d'abandonner, même lorsque la terre elle-même semblait se retourner contre eux. 3. Construire un abri avec des matériaux naturels. Lorsque les gens du Moyen Âge devaient survivre sans abri ou construire rapidement dans des conditions difficiles, ils dépendaient de ce que la terre leur donnait. Sans plan, sans quincaillerie, juste des siècles de connaissances transmises sur la façon de transformer des bâtons, de la boue et des pierres en quelque chose qui pouvait protéger du froid, du vent et de la pluie. Le matériau le plus courant était la méthode du torchis, wattle and daub, qui consistait à tresser des branches flexibles ou des roseaux, le wattle, pour former un treillage, puis à le recouvrir d'un épais mélange de boue, d'argile, de paille et parfois de fumier. Il séchait et formait un mur isolant robuste qui pouvait durer des années. Rapide à monter, peu coûteux et étonnamment résistant aux intempéries, c'était une technique de survie utilisée pour des abris temporaires, comme pour des habitations à long terme. Les toits étaient faits de ce qui était disponible, chaume de paille ou de roseaux, bardeaux d'écorce ou branches superposées scellées avec de l'argile. Le chaume, une fois compacté, non seulement évacuait l'eau, mais fournissait également une isolation, gardant la chaleur à l'intérieur en hiver et à l'extérieur en été. Et en situation de survie, la rapidité comptait. Certaines familles pouvaient monter une charpente et la couvrir en une seule journée, si elles avaient suffisamment de bras. Dans les régions boisées, les gens construisaient des abris en rondins ou appuyaient de grosses branches contre la poutre centrale pour former des structures rapides en forme de A. Puis, elles étaient recouvertes de mousse, d'herbe et de boue pour sceller les interstices. Dans les plaines ouvertes, on utilisait de la tourbe et des mottes de terre, coupées du sol comme briques, empilées avec les racines et tout. Les racines retenaient l'humidité et fournissaient une structure, formant des murs épais et terreux qui étaient à l'abri du vent et insonorisés. Là où les pierres abondaient, on utilisait l'empilement de pierres sèches. Sans mortier, sans clous, juste un agencement soigneux. Ces abris étaient froids mais durables et étaient souvent utilisés comme stockage ou habitation d'urgence. Même les peaux d'animaux étaient utilisées, surtout dans les climats plus froids ou parmi les groupes nomades. Étendues sur des cadres en bois ou posées le long de dépressions creusées dans la terre, elles formaient des abris qui pouvaient piéger la chaleur corporelle et protéger contre les éléments. Le savoir-faire pour construire rapidement, sans outils et sans marge d'erreur, faisait partie de la survie médiévale. Et quand une catastrophe survenait, une inondation, une guerre ou un incendie, les gens n'attendaient pas l'aide. Ils reconstruisaient à partir de zéro avec leurs propres mains et la terre sous leurs pieds. 4. Naviguer sans carte ni boussole. Bien avant le GPS ou même les cartes imprimées,
Les gens du Moyen Âge devaient toujours s'orienter à travers les forêts, les montagnes et de vastes étendues de terrain inconnus, que ce soit pour le commerce, le voyage, les méfaits ou échapper aux dangers. Savoir naviguer naturellement était une compétence de survie transmise comme un code secret. Le premier outil était toujours le soleil. Les gens ont appris à suivre son mouvement dans le ciel pour déterminer la direction. Au lever du soleil, le soleil se levait à l'est. À midi, les ombres pointaient vers le nord. L'après-midi, il se couchait à l'ouest. Ce n'étaient pas des idées abstraites, c'étaient des références quotidiennes utilisées pour semer, récolter et voyager. La nuit, les étoiles prenaient le relais. L'étoile polaire, Polaris, était un guide constant dans l'hémisphère nord. Les bergers médiévaux, les commerçants et même les enfants apprenaient à reconnaître des constellations comme la Grande Ourse, Orion et Cassiopée, non pas pour la poésie, mais pour l'orientation. Dans certaines communautés, ces chemins stellaires étaient liés au folklore local, ce qui les rendait plus faciles à mémoriser et à transmettre. Mais la navigation ne dépendait pas uniquement du ciel. La Terre elle-même en disait long. Les voyageurs expérimentés suivaient les traces des animaux, le cours des rivières et la croissance de la mousse, qui s'accumulait souvent sur le côté nord des arbres. Ils lisaient la forme des collines, la direction du vent, les roches non sculptées et la courbe des anciens chemins antérieurs, même à l'influence romaine. Dans les forêts denses, les oiseaux devenaient des guides. Le chant d'un certain oiseau ou le schéma de vol d'autres pouvait indiquer la proximité de l'eau ou de champs ouverts. La fumée à l'horizon laissait entrevoir la présence de villages ou d'incendies. L'odeur de certaines plantes ou le froid de l'air leur disait à quelle distance ils étaient, des vallées ou des rivières. Lorsqu'ils voyageaient en groupe, les gens créaient des pierres de marquage empilées en motifs, des encoches sur les arbres ou des touffes d'herbe laissées dans certaines formes. Ces signaux silencieux aidaient à guider les autres ou à marquer les zones de danger. Et tout cela se faisait sans papier, sans encre et sans boussole. Juste la mémoire, l'observation et la tradition. La survie médiévale ne nécessitait pas de technologie. Elle nécessitait un lien avec la terre si profond que le monde lui-même devenait leur carte. 5. Conserver les aliments sans réfrigération. Lorsque les gens du Moyen Âge abattaient un animal ou récoltaient quelque chose, ils n'avaient pas le luxe de ranger le surplus au réfrigérateur. Chaque morceau de nourriture devait être conservé, sinon il pourrirait. Et dans un monde où survivre signifiait tirer le meilleur parti de toutes les ressources, ils sont devenus maîtres des anciennes techniques de conservation qui fonctionnent encore aujourd'hui. Le salage fut la première ligne de défense. La viande et le poisson étaient emballés dans du gros sel, qui extrayait l'humidité et créait un environnement hostile aux bactéries. Dans les régions où le sel abondait, comme certaines zones côtières d'Europe, des communautés entières se spécialisaient dans ce processus. De grands barils de harengs ou de porc conservés pouvaient nourrir une famille pendant les pires mois de l'hiver. L'étape suivante était le fumage. Après les avoir salés, les viandes étaient suspendues au-dessus de feux couvants, parfois pendant des jours ou des semaines. La fumée ajoutait non seulement de la saveur, mais aussi une couche protectrice de composés chimiques qui ralentissaient la détérioration. Des fumoirs étaient construits près des maisons ou même à l'intérieur de leur structure, utilisant des bois spécifiques pour différents types d'aliments. Le séchage était utilisé pour les fruits, les herbes et les coupes fines de viande. Les céréales étaient séchées au soleil sur des nattes tressées ou des dalles de pierre. Les champignons étaient enfilés sur des cordes et suspendus aux poutres. Les gens comprenaient que la circulation de l'air était aussi importante que la chaleur. Dans les régions plus froides, les aliments étaient séchés près du foyer ou sur les toits, où le vent et le soleil pouvaient les atteindre. Dans les climats plus froids, la congélation naturelle faisait partie du cycle. Les aliments étaient enterrés dans la neige ou stockés dans des caves où la température restait basse. Des blocs de glace étaient parfois emballés dans de la paille et utilisés pour garnir des fosses, créant une version primitive de stockage à froid. Une autre méthode intelligente était de stocker les aliments dans de la graisse. La viande cuite était immergée dans de la graisse animale rendue,
qui durcissait en formant un joint et empêchait l'air d'entrer. Cette méthode, connue sous le nom de confit, pouvait conserver les aliments en toute sécurité pendant des mois et servait à la fois de technique de conservation et de cuisson. Même la fermentation jouait un rôle. Des légumes comme le chou étaient transformés en choucroute. Le lait devenait du fromage. Les fruits devenaient du vinaigre. Ce n'était pas des délices, c'était de la chimie de survie. Il n'avait pas de date de péremption ni d'emballage. Juste le savoir, la patience et l'instinct. Et dans un monde sans commodité, c'était suffisant. 6. Se défendre avec des outils primitifs. Dans la vie médiévale, le danger n'était pas réservé aux champs de bataille. Il vivait dans les forêts, sur les routes, dans les villages rivaux et parfois même dans sa propre maison. Sans protection officielle pour les pauvres et sans droit de porter des armes pour les non-nobles, les gens ont dû apprendre à se défendre en utilisant tout ce qu'ils pouvaient fabriquer, trouver ou réutiliser. L'outil le plus basique était le bâton de cœur, un bâton robuste qui pouvait être coupé dans du frêne ou du chêne. Ce n'était pas seulement une aide à la marche. Entre des mains entraînées, il devenait une arme de portée et de levier. Bergers, voyageurs et agriculteurs portaient des bâtons non seulement pour maintenir l'équilibre sur les terrains difficiles, mais aussi comme défense contre les animaux ou les voleurs. Même de simples gourdins ou des branches de bâton durcies au feu pouvaient faire pencher une petite escarmouche en votre faveur. Les épées, lorsqu'elles étaient disponibles, étaient très prisées. Un couteau ou une dague courte servait à la fois d'outil quotidien et de dernier recours de défense. La plupart des paysans n'étaient pas autorisés à posséder des épées ou des lances, mais ils pouvaient porter de petites lames pour cultiver et préparer la nourriture, qui devenaient également des armes de survie en cas d'urgence. Certains aiguisaient même les faucilles de récolte ou montaient des pointes de pierre sur des manches en bois, transformant les outils en armes sans enfreindre la loi. Les bergers et les enfants utilisaient souvent des frondes et des pierres pour effrayer les prédateurs ou les intrus. Avec suffisamment de pratique, une fronde pouvait lancer une pierre avec une force létale, et il ne fallait ni fer, ni forge, ni forgeron, juste du cuir, de la corde et de la précision. La pensée défensive allait au-delà des armes. Des pièges étaient bien placés près des limites des propriétés, des trous recouverts de feuilles, des fosses cachées ou des barricades à pointe afin de dissuader les voleurs ou les agresseurs. Dans certaines zones, des murs étaient construits à partir de buissons épineux ou de ronces façonnées et entraînées pour former des barrières plus épaisses que le bois. La communauté était aussi une défense. Les villages s'appuyaient sur des systèmes d'alerte précoces, cloches, aboiements de chiens et rotation de guets. Tous reconnaissaient les signes de problème et réagissaient rapidement. Vous n'attendiez pas l'aide, vous étiez l'aide. Pour survivre dans un monde où la justice était lente et la violence rapide, les gens du Moyen Âge ont appris à créer leurs propres règles de défense. 7. Rester au chaud sans bois de chauffage. Quand l'hiver frappait fort et que le bois de chauffage se faisait rare, jusqu'à s'épuiser complètement, rester au chaud devenait une question de survie. Mais les gens du Moyen Âge, surtout les pauvres, ne pouvaient pas toujours compter sur un feu ardent pour se protéger du froid. Au lieu de cela, ils ont eu recours à des stratégies qui n'utilisaient aucun combustible et seulement une utilisation intelligente de l'espace, de la chaleur corporelle et de l'environnement. L'une des techniques les plus simples était le regroupement des corps. Les familles dormaient ensemble sous la même couverture ou de lourdes peaux d'animaux, parfois sur des paillasses remplies de paille, voire dans le même lit. L'objectif n'était pas le confort, c'était la rétention de chaleur. Plus il y avait de personnes, mieux c'était. Les bébés, les personnes âgées et même le bétail étaient amenés à l'intérieur pour aider à élever la température intérieure. Une seule vache dans un espace clos pouvait chauffer considérablement une petite pièce pendant la nuit. L'isolation importait plus que le feu. Les maisons étaient remplies de paille, de mousse et de tissu pour bloquer les courants d'air. Les fissures dans les murs étaient bouchées avec de la boue ou du fumier. Les fenêtres étaient couvertes de tissu, de cornes ou de parchemin ciré pour laisser passer la lumière mais empêcher le vent d'entrer.
Les sols étaient recouverts de couches de jonc, de peau ou de nattes tressées épaisses qui aidaient à piéger la chaleur montant de la terre elle-même. Dans certaines zones, les gens construisaient des abris partiellement sous terre. La terre agissait comme un isolant naturel, gardant l'espace plus chaud que la surface, surtout la nuit. Dans les régions montagneuses, de petites pièces avec des plafonds bas étaient construites pour piéger la chaleur corporelle et réduire le volume d'air à chauffer. Les vêtements aussi sont devenus une architecture. Les gens portaient plusieurs couches de laine et de lin à l'intérieur et des capes doublées de fourrure. Certains vêtements servaient de vêtements de nuit, d'autres servaient également de couvertures improvisées. Les pieds étaient enveloppés dans de la paille ou un tissu épais. Les capuches et les chapeaux étaient essentiels car une quantité significative de chaleur corporelle s'échappe par la tête. Lorsque le bois de chauffage se faisait rare, chaque braise comptait. Des pierres chaudes étaient retirées des feux éteints et enveloppées dans un tissu pour servir de chaufferette. Dans certaines régions, les cendres d'anciens feux étaient enterrées sous les paillasses pour dormir afin de générer une chaleur basse et durable. Les gens du Moyen Âge n'ont pas vaincu l'hiver avec la technologie. Ils l'ont surmonté avec des couches, de la logique et du courage, et avec une profonde compréhension que la chaleur ne venait pas du feu, mais de savoir conserver chaque once de chaleur qu'ils avaient. 8. Guérir sans médecine. Dans un monde sans analgésique ni antiseptique, guérir signifiait connaître la terre et faire confiance à ce que les générations avaient découvert par essai, erreur et parfois pur désespoir. Les populations médiévales, surtout dans les communautés rurales, dépendaient de la médecine populaire, des remèdes à base de plantes et de la sagesse ancestrale pour survivre aux maladies, aux blessures et aux infections. L'achillée millefeuille était écrasée pour en faire une pâte afin d'arrêter les saignements. L'écorce de saule, riche en salicylate naturel, était utilisée pour préparer des thés afin de soulager la douleur et réduire la fièvre des siècles avant l'existence de l'aspirine. L'ail était appliqué sur les plaies pour ses propriétés antimicrobiennes, tandis que l'oignon et le miel étaient mélangés dans des saumures épaisses pour assécher l'infection. Ce n'étaient pas seulement des remèdes maison, c'étaient des outils de survie de première ligne. Les plaies étaient lavées avec du vin ou du vinaigre lorsque c'était disponible, car l'alcool agissait comme un désinfectant rudimentaire. L'eau chaude était un luxe, mais quand elle pouvait être bouillie, généralement dans des pots d'argile ou de fer sur le feu, elle était utilisée pour nettoyer les outils, les tissus ou la peau elle-même. Parfois, des cendres de bois propres étaient utilisées pour frotter les zones infectées, agissant comme un antibactérien primitif. Les fièvres étaient combattues par la transpiration. Les patients étaient enveloppés dans des pots ou des couvertures, nourris de bouillon et laissés à transpirer pour laisser la maladie suivre son cours. Les vapeurs d'herbe étaient inhalées pour dégager les poumons et les thés de camomille, de fleurs de sureau et d'ortie étaient courants pour traiter tout, des problèmes digestifs aux inflammations cutanées. Mais tous les traitements n'étaient pas doux. Des ventouses, des saignées et même la cautérisation des plaies avec un fer chaud étaient utilisés quand rien d'autre ne fonctionnait ou quand la croyance en l'équilibre des humeurs du corps guidait la main. Bien que rudimentaires, ces pratiques permettaient souvent de gagner du temps. Parfois, c'était tout ce dont quelqu'un avait besoin. La connaissance se transmettait de génération en génération, généralement par l'intermédiaire de sages-femmes, de femmes sages et de guérisseurs locaux. Ces personnes n'avaient pas de formation universitaire, mais elles savaient ce qui fonctionnait. Et dans les régions reculées, elles étaient souvent le seul espoir qu'un village avait. La survie ne dépendait pas de potions ou de miracles. Elle dépendait de l'attention portée au corps, aux saisons et aux plantes qui refusaient de mourir même en hiver. À défaut de médecine moderne, ils se sont tournés vers quelque chose de plus ancien. La mémoire, l'intuition et la volonté d'aller de l'avant. 9. Survie mentale, foi, folklore et rituel. Survivre aux dures réalités de la vie médiévale n'était pas seulement une question physique, c'était une question de santé mentale.
Et pour des gens constamment entourés de morts, de maladies et de difficultés, rester sain d'esprit nécessitait plus que de la nourriture ou du feu. Cela nécessitait un sens. La foi n'était pas un luxe, c'était une bouée de sauvetage. Les gens croyaient que la souffrance avait un but, que la maladie était une épreuve, que la famine était une punition ou une purification. Que ce soit à travers le christianisme ou d'anciennes traditions païennes, les systèmes de croyance donnaient aux gens quelque chose à quoi se raccrocher lorsque la réalité devenait insupportable. Les prières n'étaient pas seulement spirituelles, elles étaient des ancres émotionnelles. Les cloches de l'Église sonnaient non seulement pour appeler les gens au service, mais pour créer un sentiment de rythme, un rappel que la vie, même cruelle, avait une structure. Le folklore comblait les lacunes. Les contes d'espompes d'esprits de la forêt, d'amulettes protectrices et de malédictions ancestrales donnaient aux gens des moyens d'expliquer l'inexplicable. Une mauvaise récolte n'était pas seulement de la malchance, c'était une règle brisée et un avertissement ignoré. Ce n'était pas de l'ignorance, c'était un cadre psychologique qui aidait les gens à donner un sens au chaos. Les rituels offraient un contrôle. Allumer une bougie, marquer une porte à la craie, planter des graines lors d'une phase lunaire spécifique. Ces actes étaient petits mais puissants. Ils donnaient aux gens un sentiment de participation à leur propre destin. Dans un monde où tant de choses étaient hors de leur contrôle, que ce soit la maladie ou la violence, ces rituels donnaient l'illusion d'influence. Et parfois, c'était suffisant pour que quelqu'un continue un jour de plus. Même le deuil avait une structure. Des périodes de deuil étaient observées, des symboles étaient portés, des histoires étaient racontées et racontées à nouveau, non seulement pour honorer les morts, mais pour que les vivants fassent leur deuil. La survie ne consistait pas seulement à rester au chaud ou nourri. Il s'agissait de croire que la vie avait encore de la valeur même quand tout disait le contraire. Les gens du Moyen Âge ne survivaient pas seulement grâce à la force, ils survivaient grâce à la foi, au folklore et au besoin obstiné de croire que demain comptait. Le manuel de survie que nous avons oublié. Les gens du Moyen Âge n'avaient pas d'équipement, de plan de secours ou de commodités modernes. Ce qu'ils avaient, c'était l'adaptation. Ils écoutaient la terre, s'appuyaient sur la communauté et transmettaient chaque leçon durement apprise comme si c'était de l'or. Non seulement ils ont survécu à des conditions difficiles, mais ils ont bâti des vies en leur sein. Et maintenant, alors que le monde moderne devient plus incertain, changement climatique, crise énergétique et effondrement des systèmes, nous commençons à réaliser quelque chose. Leur manuel de survie pourrait être plus pertinent que jamais. Nous l'avons oublié, ils l'ont vécu, et peut-être est-il temps que nous nous en souvenions.